Oui, bonjour à toutes et à tous. Les présentations sont faites, en effet. Je suis en charge de la jeunesse et donc aujourd'hui, je suis dans mon élément. Je suis bien informé depuis ce matin. Vous êtes très nombreux, très actifs et très créatifs. Et alors effectivement, vous êtes dans un lieu où se tiennent des sessions démocratiques, puisque vous êtes à la place des élus. Alors je constate que vous êtes de gauche à droite et j'ai personne à droite. Ça va de la gauche à la droite, comme à l'Assemblée nationale. C'est la gauche du président, c'est la gauche. Et à la droite du président, c'est la droite. Au milieu, c'est le centre. C'est la première base de l'éducation civique. Ça remonte à la Révolution française. Pourquoi on dit gauche, centre et droite? Voilà. Mais il y a des idées partout. Le président préside une assemblée diverse. Même s'il a sa propre tendance et sa propre majorité, aujourd'hui, elle est à gauche. Voilà. Alors j'ai l'honneur de présenter cette table ronde, mais en réalité, je ne sais pas si vous avez tellement besoin de ma parole. Je crois que... Ah, si, quand même. Si, quand même. Depuis ce matin, on doit vous parler de notre feuille de route Néoterra. Je suppose que vous avez été abreuvé du contenu de cette feuille de route Néoterra. C'est une feuille de route que s'est donnée la région dans tous les secteurs de sa compétence, les domaines où elle agit. Par exemple, il y a des domaines qui se voient très très bien, que vous voyez très bien. Le ramassage scolaire, les transports scolaires, vous voyez Nouvelle-Aquitaine. Sur les terres, les transports régionaux, les trains, vous voyez région Nouvelle-Aquitaine. Les lycées, vous voyez région Nouvelle-Aquitaine. Ce sont nos domaines de compétences dans lesquels cela ne pourrait pas fonctionner si la région n'était pas présente. Et notre feuille de route, Néoterra, nous indique ce que nous devons faire à très court terme. 2030, c'est demain. On est déjà... Il reste peu de temps pour atteindre un certain nombre d'objectifs. Et le premier point, la première ambition, il y a 11 grandes ambitions. Vous tapez sur Internet, ambition, feuille de route, Néoterra, vous verrez les... Pas la peine de lire des pages et des pages, vous voyez en très peu de lignes nos ambitions. La première ambition, c'est vous au fond, c'est favoriser l'engagement citoyen pour accélérer la transition écologique. Sans engagement de citoyens, et singulièrement des jeunes, c'est là-dedans qu'est l'éducation, bien sûr. Pas simplement l'éducation au sens où on vous éduque, on vous conduit, vous connaissez le sens du terme éduquer, ça vient du latin, conduire, Mais là, il s'agit d'une double éducation. C'est l'éducation qui profite de la connaissance de ceux qui vous ont précédés, les scientifiques, vos professeurs. Mais c'est aussi l'éducation du citoyen. Et l'éducation du citoyen, elle s'effectue par l'action, par l'initiative. Et nous voulons accompagner l'un et l'autre. Et aujourd'hui, vous êtes dans cette situation où ce sont vos initiatives, votre créativité, votre vision des choses. Nous avons une vision qui est portée par le temps. Vous avez une vision, je ne dis pas d'éternité, mais pas loin. Vous voyez, quand on a de 15 à 25 ans, le temps est très long devant soi, sauf accident, n'est-ce pas? Et du coup, la vision est différente. Et c'est à ce titre que votre créativité de citoyen en construction, si je puis dire, est si importante. Et à la région, bien sûr, nous accompagnons des initiatives, celle-ci en particulier. Accompagner dans le langage des élus, ça veut dire financer. Nous finançons, nous apportons les moyens pour que les choses se fassent. Mais aussi, on peut avoir des ambitions. On ne finance pas simplement pour accompagner les idées des autres. On a aussi des ambitions, et elles sont dans cette fameuse feuille de route Néoterra. Alors nous avons des ambitions en matière de gaspillage. Par exemple, nous encourageons les lycéens à prendre part à toutes les actions au sein de leur lycée pour
lutter contre le gaspillage alimentaire, pour favoriser l'accès à une alimentation plus saine, pour favoriser la responsabilité dans des gestes quotidiens, etc., etc. Et tout ça passe évidemment par des initiatives, par des idées. Et nous accompagnons encore une fois les CVL, les maisons des lycéens. On aime beaucoup les maisons des lycéens, parce que c'est un peu comme ce qui se passe ici. C'est à la libre initiative des jeunes. Encore une fois, au risque de me répéter, l'éducation, c'est pas simplement écouter sagement en classe, c'est prendre part, c'est s'engager. Et le citoyen s'éduque par les actions auxquelles il participe, qu'il crée. Je crois que ce sont les sociétés démocratiques, les vraies sociétés démocratiques, qui ne se contentent pas de transmettre ce qu'elles croient bon, mais qui écoutent ce qui, dans l'esprit de la jeunesse que l'on éduque justement, comment elle lit les auteurs, comment elle lit le passé, pour pouvoir déjà proposer le changement. Sinon, il n'y a pas de changement. S'il n'y a que transmission, il n'y a pas de changement. Voilà. Donc, je ne vais pas prendre la parole trop longtemps, hein. Il suffit de vous lancer. J'ai un peu l'habitude de ce type de réunion. On en fait au Nouveau Festival. On a fait récemment au Nouveau Festival, vous savez, c'est aussi une manifestation de jeunes que promeut la région. Et je sais très bien qu'après les introductions, vous passez très vite à la première, deuxième et troisième partie et que vos conclusions ne ressemblent pas forcément aux mots d'introduction. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et donc, en parlant d'engagement, nous avons le plaisir d'accueillir Anthony de d'Eturecup et Camille de la Water Family qui vont nous parler pendant cette conférence du parcours Planète de comment réduire notre impact sur la planète. Donc, dans un premier temps, je vais vous laisser vous présenter chacun et un petit peu vos missions et surtout les missions d'Eturecup et de la Water Family. Donc, bonjour à tous et à toutes. Il y en a que j'ai déjà vu tout à l'heure à la bibliothèque, donc vous allez réentendre mon discours, mais bon, mieux vaut deux fois qu'une. Tu passes les slides peut-être, s'il te plaît. Alors moi, je vais vous présenter l'association pour laquelle je travaille, qui s'appelle la Water Family. C'est une association qui travaille sur l'eau. La Water Family, ça veut dire la famille de l'eau. Et l'objectif de l'association, c'est vraiment de porter un message de préservation de l'eau. On dit que c'est notre bien commun à tous et à toutes. L'eau, en fait, c'est la vie. Il n'y a aucun être vivant sur Terre, animal, végétal, bactérie, qui ne peut vivre sans eau, hein. Et elle est fragile. Et la préserver, c'est préserver notre santé, et c'est préserver l'environnement, et donc c'est préserver l'ensemble du vivant. Donc nous, on intervient principalement ici en Gironde, donc sur toute la Gironde, dans les établissements scolaires, donc auprès des primaires, des collèges, des lycées, mais aussi auprès des adultes. Et on présente nos programmes pédagogiques donc, autour de l'eau. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on fait et qui vous intéresse le plus. Après, on a d'autres actions qu'on fait qui sont des ateliers dans la nature. On va aussi former les adultes. On va aussi motiver des personnes à s'engager à la préservation de la nature et de l'eau. Mais ce qui vous intéresse, vous, plus, c'est plutôt la première partie. On a 3 messages importants. C'est consommer moins, mais mieux. Protéger le vivant. Et aussi se reconnecter à la nature pour s'adapter au monde qui change dans un contexte de changement climatique. Je pense que vous avez tous déjà entendu parler du changement climatique. C'est quelque chose qui est avéré, qui est en cours. Et en gros, on doit tous adapter nos modes de vie pour pouvoir continuer à vivre correctement. Et évidemment, protéger l'eau en fait partie. Tu passes. Donc, je vais vous montrer quelques petites photos. Normalement, vous les voyez voilà, derrière, de choses qu'on fait, nous, en Gironde. Donc, moi, je suis coordinatrice de l'antenne Gironde. Donc, je coordonne toutes les activités qui ont lieu dans le département de la Gironde. L'association Water Family, elle est basée à Biarritz. Le siège est à Biarritz. Donc, il y a beaucoup d'activités qui ont lieu à Biarritz. Et après, elle est implantée un peu partout en France. Donc, il y a Gironde, Landes, on a aussi la Bretagne, Paris, on a les Alpes et la Corse.
Nous, en Gironde, on va intervenir pour la Maison de l'eau. Donc en gros, c'est l'entreprise Suez en fait, qui distribue l'eau qui arrive à votre maison. Et on va faire des ateliers auprès des primaires pour leur expliquer comment fonctionne l'eau potable, comment on potabilise de l'eau, d'où l'eau vient. Donc elle vient des nappes souterraines en Gironde, ce qui est assez rare, on a de la chance. On fait aussi des événements sportifs. On a fait par exemple des événements autour du Vendée Globe l'an dernier. Vous pouvez voir en bas à droite un de nos ambassadeurs qui s'appelle Benjamin Dutreux et notre mascotte Flaggy. Flaggy, c'est le gardien du cycle de l'eau. C'est une petite goutte d'eau et un flocon de neige donc, qui retrace le cycle de l'eau, donc de la montagne jusqu'à l'océan. Et en gros, il a porté les messages de l'association en faisant le Vendée Globe, donc, qui est un tour du monde à la voile en solitaire. Il a fini 9e, c'était son premier Vendée Globe, il est très jeune, il a juste une trentaine d'années. Et donc voilà, il a porté nos messages. Et après, on organise aussi des grandes journées qu'on appelle les Odyssées des juniors. Et là, ce sont des grandes journées où on va dans une école et les enfants, ou plutôt les enfants de l'école primaire, vont faire des jeux autour de la préservation de l'eau qu'on va proposer. Ça, c'est ce qu'on fait principalement en Gironde. Moi, ce que je fais en tant que coordinatrice, je passe la salle, merci Anthony, est-ce que c'est possible d'agrandir, s'il vous plaît, que je puisse un petit peu mieux voir pour expliquer plus facilement, s'il vous plaît. Je vous ai présenté, en fait, voilà, comme ça, ils verront mieux, merci beaucoup. Je vous ai présenté, en gros, ce qui est mon travail, pour que vous vous rendiez compte aussi qu'on ne fait pas que des interventions scolaires. En fait, une grosse partie de mon travail, c'est aussi du travail administratif. Comme ça, vous avez aussi des informations sur tout ce que je fais moi. En gros, j'ai une grosse partie qui va être évidemment les interventions scolaires. Mais dans les interventions scolaires, il n'y a pas que le moment où je vais aller voir les enfants, il y a aussi toute la partie relation avec vos profs, parce que eux, ils veulent une intervention particulière, donc il faut que je leur explique comment ça fonctionne, qu'on se mette d'accord sur les messages qu'on veut porter, la pédagogie qu'on veut avoir. Et il y a aussi après le bilan avec les enseignants sur l'intervention, une fois que je suis venue dans votre classe, ce qui leur a plu, ce qui leur a pas plu, ce que vous avez retenu, est-ce que vous êtes allé plus loin. Donc ça, en fait, quand je fais une intervention, il y a aussi toute une partie avant et après. Il y a une partie, du coup, évidemment, de gestion du budget, parce que comme je coordonne l'antenne, je coordonne son budget. Il y a des choses que je ne peux pas faire si je n'ai pas d'argent pour le faire. Donc, je vais faire des recherches de budget, ça prend une partie. J'ai une grosse partie aussi création de nouveaux contenus pédagogiques. Actuellement, en Gironde, on travaille sur un nouveau programme pédagogique qui s'appelle Fleuve et Estuaire. La Garonne commence ici. Donc là, on va vraiment expliquer. On va faire. C'est un nouveau programme en fait où l'idée c'est de présenter comment fonctionne la Garonne, comment fonctionne l'estuaire de la Gironde et en quoi il est fragile, en quoi il est important et en quoi il faut le protéger. Ça me prend énormément de temps. Et après, il y a d'autres missions annexes, la logistique, parce qu'on participe à des événements comme aujourd'hui. On doit gérer du matériel, on doit gérer aussi toute la partie administrative, évidemment. Quand est-ce qu'on y va, où on y va, comment ça se passe, gérer notre emploi du temps. La partie organisation de manière générale de l'antenne, l'organisation du planning avec aussi mes collègues, qui fait quoi, à quel moment, où, qui va faire telle ou telle intervention. Je ne sais pas si vous voyez bien, si vous arrivez à voir quand même. Et ensuite, une partie partenariat, où là, je vais rencontrer des nouveaux partenaires, aussi bien techniques, pour, par exemple, organiser pour créer le nouveau programme Fleuve et Estuaire, j'ai besoin de gens qui me conseillent, parce que je ne sais pas tout sur le fleuve, je ne sais même pas grand-chose. Donc, j'ai besoin de personnes qui connaissent des choses sur le fleuve pour m'aider. Et après aussi, des partenaires financiers, comme par exemple la région derrière, qui nous soutient sur certains programmes aussi. Voilà, donc ça, c'est un panel des choses que je peux faire. Et comme ça, vous avez aussi une idée de en quoi consiste mon travail. Merci beaucoup. On laisse la parole à Anthony pour avoir une brève explication d'Éturécup. Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors pour vous expliquer un petit peu, donc moi je suis Anthony, responsable d'animation à Éturécup. Éturécup, qu'est-ce que c'est ? C'est une ressourcerie et une maison du vélo sur le campus universitaire de Bordeaux, plus précisément à Pessac. En fait, le campus s'étale sur plusieurs villes, sur Pessac, Talence, Gradignan, et puis il y a également aussi des espaces de cours aussi sur Bordeaux. Donc notre public un peu plus particulièrement notre public cible sont les étudiants, mais on est ouvert à toutes et tous. Et donc c'est aussi important pour nous d'être présents par exemple aujourd'hui et de sensibiliser des futurs étudiants que vous pouvez être.
Et puis plus largement, on est ouvert à tous les riverains, à tous les Bordelais et les métropolitains. L'idée d'une ressourcerie, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de recyclerie, ressourcerie. L'idée, en fait, c'est de récupérer des objets qui peuvent encore servir, mais dont on doit se débarrasser. Et donc, plutôt que de les jeter, nous, on invite les gens à venir nous les déposer ou éventuellement nous contacter pour qu'on vienne les récupérer, les remettre en état si besoin, leur donner une seconde vie, et puis les proposer à quelqu'un d'autre, que quelqu'un d'autre s'en serve. On évite ainsi de gaspiller et de systématiquement, de l'autre côté, acheter des choses neuves, alors que en fait, c'est le même objet qu'on souhaitait obtenir existe déjà à côté et peut nous convenir. Donc on récupère des meubles, des vêtements, des vélos, de l'électroménager, de la déco. Ce qu'on ne fait pas, ça va être les voitures ou les choses à moteur. Mais on récupère un grand nombre de choses, un peu plus particulièrement tout ce qui peut permettre à un étudiant de se meubler, de s'équiper. Mais encore une fois, voilà, plus largement, tous les objets qu'on peut aussi utiliser au quotidien. Et donc là, vous avez un petit peu rapidement sur la présentation quelques grands axes forts finalement de nos missions, puisque en disant ça, on souhaite passer des messages, on souhaite sensibiliser et donc à la réduction des déchets, à changer de comportement, à avoir une réflexion aussi sur notre manière de consommer, votre manière de consommer. Est-ce que j'ai vraiment besoin de cet objet? Est-ce que j'ai vraiment besoin qu'il soit neuf? Est-ce qu'il marche vraiment plus? Je suis obligé de le jeter, ou je peux peut-être le donner, ou je peux peut-être aussi le réparer. Et ça, c'est aussi une mission qu'on propose. Donc on sensibilise, on collecte et on revalorise, mais on propose aussi des ateliers participatifs. On propose des ateliers autour du bois, de la couture, du vélo, de l'électronique, informatique, où on accompagne, en fait, on a des outils à disposition. On vous dit, si vous avez un problème ou avec un vêtement, un électroménager, votre vélo, vous pouvez venir et on vous accompagne, on fait la réparation ensemble et on apprend à réparer et on réussit à réparer notre objet. Il y a une question là, juste là-haut. Vous dites que vous prenez les objets, que vous les redonnez, mais ils seront quand même fabriqués en usine. Du coup, Alors, ouais, l'idée c'est d'éviter de jeter des choses qui peuvent encore servir. Et donc, si j'ai bien compris ta question, tu dis ils sont malgré tout fabriqués en usine, c'est ça? Alors oui, bien sûr, ils sont fabriqués. L'idée c'est que demain, par exemple, tu déménages, tu as une table basse, tu peux pas la garder. Tu pourrais avoir l'idée de dire tant pis, je peux pas la garder, je pars loin, je vais la jeter. Et finalement, à côté de toi, peut-être que ta collègue, elle va justement emménager dans une ville, elle a besoin d'une table basse, plutôt que d'en acheter une autre, elle l'achète pas, et donc elle évite la production, ou en tout cas l'utilisation, la consommation d'une autre table. Voilà, en gros, l'idée c'est de réduire les déchets, de changer de comportement, d'être sur de l'occasion, et tout ça fait en sorte qu'on préserve la planète, on préserve les ressources, on limite la gestion de déchets, et même si on recycle, le recyclage a un coût énorme, c'est pas toujours la réponse, c'est compliqué. Voilà. Du coup, pour résumer, il faut peut-être qu'on avance un petit peu. On propose tout un panel de solutions pour réduire les déchets, sensibiliser, et puis faire en sorte qu'il y ait des lieux de vie, d'échange de ces petites compétences. Vous allez peut-être en voir plus après sur ce qu'on propose sur la suite. Exactement. Ce qu'on va vous proposer pour rentrer vraiment dans le vif du sujet et sur la réduction finalement de l'impact, pour mieux comprendre finalement le thème. Vous avez tous téléchargé l'application Slido et il y a un quiz qui va être mis en place. Et en fait, alors le quiz, il faut aller donc sur Slido du côté sondage. Peut-être remettre le QR code. Vous allez pouvoir rentrer votre nom. Et est-ce qu'on peut mettre le quiz en ligne? Attention pour le quiz, il y en a qui ont déjà les réponses, qui sont venus à mon stand, ne les donnez pas aux autres. Et je vous attends en tournant pour les bonnes réponses. Je vais peut-être lancer le quiz parce qu'il y a un peu plus de 10 questions. Donc c'est parti, vous avez 30 secondes pour répondre à chaque question. Question de rapidité. Quelle est la ressource naturelle la plus utilisée au monde? Réponse 1, le sable. Réponse 2, l'eau.
Réponse 3, le pétrole. Réponse 4, l'acier. Vous avez 15 secondes. 10. Alors Et bravo aux bonne 83% qui ont trouvé la ressource naturelle la plus utilisée au monde. Effectivement, ce n'est pas le sable. Le sable, c'est la deuxième ressource la plus utilisée au monde. La première, c'est l'eau. L'eau, on l'utilise en fait pour tous nos objets du quotidien, pour fabriquer en fait tous nos objets de consommation. On ne l'utilise pas que pour boire et dans la vie de tous les jours. On l'utilise pour tout en fait, on s'en rend pas compte, mais si vous réfléchissez un petit peu après, vous vous poserez pour réfléchir à quel moment on utilise de l'eau, pourquoi en fait on l'utilise pour tout. Et en fait, il faut savoir que on a beaucoup d'eau sur Terre, mais 97% de l'eau sur Terre, c'est de l'eau salée. Et 3% seulement, c'est de l'eau douce. Et en fait, parmi ces 3% d'eau douce, on a un tiers seulement de l'eau douce qui est de l'eau douce disponible pour qu'on puisse en fait l'utiliser, la rendre potable. Les deux autres tiers, c'est de l'eau qui est sous forme de glace au pôle Nord, au pôle Sud. Voilà, donc en plus d'être beaucoup utilisée, elle est très rare. Question suivante. Question 2, qu'est-ce que l'eau invisible? Réponse 1, de l'eau sous forme de vapeur. Réponse 2, la boisson préférée de l'homme invisible. Réponse 3, l'eau utilisée pour fabriquer nos objets. Réponse 4, l'eau présente dans les organismes vivants. Et la bonne réponse? La bonne réponse, c'est l'eau utilisée pour fabriquer nos objets. Bravo! Effectivement, l'eau présente dans les organismes vivants, on ne la voit pas, mais en fait, l'eau invisible, c'est un concept. On l'appelle aussi l'eau cachée, l'eau virtuelle, l'eau indirecte, elle a plein de noms. Nous, on aime bien, la Water Family, l'appeler l'eau invisible. En fait, c'est de l'eau qui est utilisée pour fabriquer tous nos objets de consommation du quotidien, aussi bien la nourriture que les objets. Par exemple, on en a parlé avec certains d'entre vous, si on prend l'exemple du gin, il y aura une question plus tard, ceux qui ont la réponse, gardez-le pour vous. Si on prend l'exemple du gin, le gin, il est fabriqué avec du coton. Le coton, on va devoir faire pousser la plante pour pouvoir obtenir le coton. Donc on va utiliser de l'eau parce que une plante, ça a besoin d'eau pour pousser. On va devoir transformer la fleur de coton en fibre en la mélangeant avec de l'eau, tisser la fibre, ensuite coudre le jean. Ensuite, évidemment, les 3/4 de nos vêtements, ils ne sont pas fabriqués en France, ils sont fabriqués en Asie. On va devoir les transporter donc jusqu'en Europe, donc en utilisant des bateaux surtout. Les bateaux, ils fonctionnent au pétrole. Le pétrole, il est extrait avec des machines qui envoient de l'eau à haute pression, donc on utilise de l'eau. On va ensuite les mettre dans un magasin. Le magasin, il doit être alimenté par de l'électricité, en plus de devoir être construit évidemment. L'électricité, elle fonctionne à l'énergie nucléaire, beaucoup en France. L'énergie nucléaire, il faut refroidir les réacteurs avec de l'eau, donc on utilise de l'eau, par exemple la Garonne. Ensuite, vous allez aller au magasin, parfois en voiture, vous allez utiliser du pétrole et vous allez l'utiliser. Et ensuite, souvent, il est rejeté, il est jeté en fait votre jean. Et dans l'étape de rejet, on va aussi utiliser de l'eau. Donc ça, en fait, c'est l'eau invisible. C'est l'eau qui est utilisée pour fabriquer tous nos objets de consommation. D'où la réduction, l'utilité de réduire les nouveaux voilà, objets. Exactement. Merci beaucoup. Question suivante. Combien de litres d'eau faut-il pour fabriquer un jean? Voilà. Alors, ceux qui ont la réponse, j'espère que vous donnerez la bonne réponse et ne le dites pas aux autres. Réponse 1, 50 litres. Réponse 2, 450 litres. Réponse 3, 8360 litres. Réponse 4, 11 000 litres. C'est un peu précis, du coup, on a l'impression. Ah, alors effectivement, la bonne réponse était 11 000 litres. C'est beaucoup, hein? Il faut 11 000, exactement 10 800 litres, c'est une moyenne, donc 11 000 litres si on arrondit, pour fabriquer un jean. Donc en fait, si on prend par exemple ma gourde qui fait 1 litre, elle est là, il faut 11 000 gourdes comme ça pour fabriquer un jean. Donc voilà, en fait, toutes les étapes que je vous ai dites, en fait, c'est énormément d'eau. Surtout que le jean, il faut le teindre aussi, je ne vous l'ai pas dit. Pour le teindre, on va mélanger la teinture à de l'eau. En plus, elle va être polluée après cette eau. Voilà. Question suivante. Savez-vous quelle quantité de déchets nous produisons par habitant et par an? Et il y a 2 réponses possibles. On vous expliquera pourquoi. 568 kilos. Alors ouais, là il y a un petit piège. Réponse 2, 700 kilos. Essayez de trouver. Réponse 3, 3,4 tonnes. Et réponse 4, 4,6 tonnes. La quantité de déchets que vous produisez par an. Il y a des chances qu'il y ait débat aussi. Là.
Alors on va voir la solution pour qu'il y a 2 réponses. Ah ouais, alors du coup, les voix sont effectivement bien réparties. Il y a 2 réponses. D'abord, la première, 568, en fait, c'est le nombre de... C'est les kilos de déchets que l'on produit au quotidien, avec les épluchures, les emballages, les cartons, les journaux, etc., tout ce qu'on peut jeter dans notre vie quotidienne. Ça représente, par habitant et par an à l'année, environ 500 kilos, 570 kilos. Mais si on ajoute un petit peu en parallèle avec l'eau invisible, notre manière de consommer, tout ce qu'on fait tout au long de la journée, de toute l'année, ça implique des déchets dans les entreprises, de ce qu'on va utiliser, le fait de produire, d'utiliser quelque chose qu'on va acheter, par exemple, on va acheter un pot de yaourt, l'usine qui l'a fabriqué va elle-même générer des déchets, mais si on rapporte tous les déchets par nombre d'habitants, on arrive à l'équivalent de 4,6 tonnes par personne et par an. C'est absolument énorme, et donc tous ces déchets-là, il faut aussi les gérer, s'en occuper, ça a un coût pour l'environnement aussi, et donc voilà. Donc nous parlerons d'impact ensuite, c'est bien ça l'impact. Voilà. Question suivante. Je suis désolée, on va un peu accélérer. À votre avis, combien de tonnes d'objets la ressourcerie Eturecup, Anthony, a-t-il récupéré en 2019 ? Alors, si vous avez bien suivi tout à l'heure, j'ai volontairement pas donné le chiffre, mais il était normalement dans la présentation. Si vous avez il y a 10 tonnes, 67 tonnes, 93 tonnes ou 202 tonnes. C'est vrai qu'on va tester votre... Alors, est-ce qu'ils ont été attentifs ou pas? Nous allons le voir tout de suite. Ah, pas mal. Bravo. Félicitations. Effectivement, ouais. Alors, on vous a donné le chiffre de 2019, parce que 2020 était un petit peu une année particulière. On a récupéré à la ressourcerie 93 tonnes d'objets. On ne parle pas de déchets, puisque du coup, nous, c'est juste avant le déchet. Dans une ressourcerie, on récupère quelque chose qui pourrait devenir un déchet, et on fait en sorte qu'il ne le devient pas. On lui redonne, on le remet dans le circuit, on lui redonne une seconde chance. Et 93 tonnes, c'est des objets dont on était à peu près sûr de les avoir remis en circuit. On a remis environ entre 70 et 80% de ces objets en circuit. Malheureusement, il y en a certains qu'on avait récupérés, on avait espoir que ça serve à quelqu'un. Personne n'en a voulu, on a donné leur chance à ces objets, mais on a dû les remettre au recyclage, mais la grosse partie sont repartis en circuit. Donc, rien qu'à notre petite échelle, une structure qui est sur Pessac, 93 tonnes d'objets ont pu être sauvés. Voilà. Bravo. Question suivante. Quel pourcentage des déchets électroniques en fin de vie est réellement recyclé? Donc les portables que vous êtes en train d'utiliser, par exemple. 25%, 33%, 57% ou 85%. Le pourcentage de déchets électroniques qui est réellement recyclé. Et la réponse est... Il y a 25% seulement des déchets électroniques en fin de vie qui sont vraiment recyclés. Donc vos téléphones portables, vos ordinateurs, vos PlayStation, vos iPads, en fait, quand ils sont morts, qui ne fonctionnent plus, que vous les amenez à la déchetterie ou vous les jetez dans une boîte de déchets, par exemple, qu'il y a dans les supermarchés. En fait, si on en prend 10, il n'y en a même pas 3 qui vont être vraiment recyclés. Les autres, ils vont terminer dans des décharges souvent envoyées illégalement par l'Europe, en Afrique ou en Asie. Donc surtout au Ghana ou en Chine. C'est là où en fait il y a des énormes décharges à ciel ouvert électroniques. Et il y a des gens qui vont parfois pieds nus, des enfants plus jeunes que vous, qui vont chercher en fait des fils, du métal pour le revendre, qui du coup s'abîme la santé, et qui en plus de ça, quand il pleut, il y a des métaux lourds. Quand il pleut, en fait, ça ruisselle et ça va du coup polluer les cours d'eau, les rivières. Ils ont déjà des problèmes d'accès à l'eau, donc ça augmente le problème. Voilà. Donc c'est aussi une problématique qui est liée à l'obsolescence programmée. Le fait que vos ordinateurs et vos téléphones n'ont pas une durée de vie très très longue, malheureusement. Ils sont compliqués à recycler, c'est ça aussi le problème, oui. C'est qu'effectivement ils ne sont pas conçus pour être vraiment simples à recycler, c'est composé de plein de tout petits composants entremêlés, d'où le fait, voilà, encore une fois, d'éviter d'allonger le plus possible la durée de vie. Alors si vous êtes d'accord, comme on manque un peu de temps, peut-être qu'on va passer d'un point de vue concret, comment on peut faire pour réduire l'impact. Donc je vais passer à cette question.
Alors, comment peut-on faire pour réduire nos impacts environnementaux liés au gaspillage et à la consommation quotidienne? Réponse 1, en limitant les achats neufs. 2, en achetant d'occasion. 3, en réparant, réutilisant les objets. 4, en revendant et donnant les objets qu'on n'utilise plus. Il y a plusieurs réponses possibles. Il vous reste 4 secondes. Pas de pression. Bravo. Bravo, et oui, toutes les réponses étaient bonnes. Hein. C'est un cumul dans l'idéal de tout ça. On l'a vu voilà, précédemment. Si on réduit tout ça, on réduit nécessairement les impacts. Par exemple, en achetant d'occasion, on a parlé avec certains d'entre vous tout à l'heure, on a Vinted. Typiquement, si on pense à un jean qui a un coût de 11 000 litres d'eau, au-delà de la pollution de l'eau, au-delà de l'utilisation des déchets, quand on vend son jean sur Vinted, on gagne de l'argent. Et en fait, c'est un jean qui n'est pas produit. C'est un jean en moins qui est produit, on va utiliser moins de ressources. Donc ça, c'est une bonne solution. On peut aussi acheter dessus. On peut aussi acheter sur Back Market, peut-être que vous connaissez. C'est une plateforme en ligne qui reconditionne des ordinateurs et des téléphones. Donc c'est des ordinateurs d'occasion qui sont un peu moins chers. Et du coup, ça évite d'acheter du neuf également et de jeter surtout ce déchet qui sera certainement pas recyclé. Il y a aussi Le Bon Coin, il y a des choses aussi gratuites, il y a donon.org, et il puis les ressourceries. Évidemment. Voilà, il y avait tout un panel de solutions. Alors, dernière question pour réduire son impact. En tant que particulier, quels moyens de transport pouvez-vous privilégier au quotidien pour réduire cet impact? Même chose, plusieurs réponses possibles. Réponse 1, l'avion. 2, le pédalo. 3, le vélo. 4, la marche à pied. Et 5, la trottinette électrique. En fait, on a passé une question qui était quel est le moyen, quel est ce qui pollue le plus, et c'était le transport. Oui, voilà, effectivement. Ouais. Pour recontextualiser. Quelqu'un qui a mis pour réduire l'impact. Ah, on n'a pas les bonnes réponses. On n'a pas des... Alors, on attend et les la bonnes bonne réponses. réponse est... Donc c'est pas l'avion. Hein, c'est pas le meilleur moyen pour réduire son impact en termes de transport. Une classe va devoir nous quitter parce que le bus attend. Donc merci beaucoup en tout cas pour votre participation. Merci à tous. Merci beaucoup pour votre participation. Désolé pour merci les quelques minutes de délai. Alors effectivement, la trottinette électrique, on utilise des batteries au lithium qui sont pas très bien recyclées. Le lithium, faut l'extraire aussi. Donc c'est pas, elle apparaît pas là, mais elle fait pas partie des bonnes réponses. L'avion, ça a un coût quand même assez important. Évidemment, le mieux, c'est notre énergie qu'on produit nous-mêmes. Donc tout ce qui est mécanique, qui ne nécessite pas de moteur, qui ne nécessite pas une énergie autre que notre propre énergie. Parfait. Une question, allez-y, je vous en prie. Non, la question, c'était par rapport à la région et sa politique sur les ordinateurs, etc. Puisqu'il y a beaucoup d'ordinateurs dans les lycées, quelle est la politique et qu'est-ce que vous faites des ordinateurs une fois qu'ils sont enlevés des lycées? Bonne question. Qu'est-ce qu'on fait des ordinateurs? Eh bien, on vous laisse répondre. On évite de les jeter n'importe où, effectivement, hein, et de suivre un processus de recyclage. Mais on voit bien qu'on est submergé par ces appareils électroniques. D'ailleurs, les questions là que vous présentez montrent bien que la société n'a pas encore prévu les outils du recyclage. Et je pense que, vous voyez, c'est une bonne question, parce que nous, on nous demande sans cesse de nouveaux matériels. Et aujourd'hui, dans cette région, il y a un ordinateur pour 2 élèves dans les lycées. Un ordinateur pour 2 élèves. Alors, si vous pouvez les faire durer 1 an, 2 ans de plus, ça économise de l'argent public. Et puis aussi, ça contribue à l'effort que vous essayez de promouvoir. Et évidemment, nous, ça nous permet de dépenser un petit peu moins aussi, ce qui n'est pas mal. Et réduire l'impact. Il y a un remplacement automatique qui se fait tous les 4 ans. Et bien sûr... Oui, mais je dois vous dire que il faudrait que vous veniez, prenez rendez-vous avec moi et vous verrez d'où vient la demande.
Merci beaucoup. En fait, les bus, il y a des gens qui sont de Biarritz. On leur souhaite un bon retour. Les bus doivent les attendre. Donc, bon retour à Biarritz. Je ne sais pas où sont les autres. Merci beaucoup. Et alors, qui fait le mot de la fin? Alors, juste avant le mot de la fin, on voulait quand même déjà remercier la région pour son accueil. Merci beaucoup. Ainsi que les autres partenaires, la mairie de Bordeaux, la Massif, les CFA, Chambre de métiers de l'artisanat et bâtiment, et la CAF de la Gironde. Et aussi pour partir sur une note pleine d'espoir, est-ce que vous pourriez chacun dire un dernier mot aux jeunes sur justement quelles sont les solutions aujourd'hui pour réduire son impact de manière agréable, autre que Vinted? Autre que Vinted. Déjà, la première solution, c'est vous. Parce que vous êtes là, collège, lycée, donc dans quelques années, vous êtes de jeunes adultes, vous êtes déjà quasiment des jeunes adultes. Donc la première ressource, on va dire, pour protéger la planète, c'est vous, en fait. Clairement, ça va être vous en tant qu'adultes, les décisions, les choix que vous allez faire, qu'est-ce que vous allez vouloir consommer, comment vous allez vouloir consommer, quel message vous allez porter, quelle valeur vous allez porter. C'est ça qui va faire que nous, les plus vieux, bon, je ne nous considère pas nous comme des vieux, mais on est plus vieux que vous en tout cas. Nous, en fait, ça va aussi nous donner de la motivation, de l'espoir, parce que c'est vrai que c'est pas un métier facile, le métier qu'on fait. Je parle pour moi, je veux pas parler pour Anthony, mais parfois, moi, je suis un peu déprimée quand j'entends tout ce qui se passe, parce que l'environnement, c'est un sujet qui est difficile à aborder au niveau politique, par tous les politiques. Des fois, on se sent seul, on se sent impuissant. Et quand on entend des jeunes comme vous qui sont motivés, qui ont envie aussi d'agir, qui ont envie de protéger la planète, qui sont très informés, beaucoup plus que moi, je l'étais à mon époque, alors que je suis sensible au sujet, ça fait plaisir. Et je pense que les solutions, il y en a déjà plein qui existent. L'économie circulaire, par exemple, si on pense aux ordinateurs, des choses comme ça. Donc, ce sont en fait, on va réutiliser la matière première qu'on a utilisée pour fabriquer des choses. Donc, on n'a pas de fabrication de déchets ou très peu. Ce sont des choses qui vont qui vont évoluer et on va tendre vers ça, mais on ne pourra pas tendre vers ça si vous n'avez pas aussi envie de le faire, parce que vous, forcément, vous êtes la future génération, vous êtes les prochains adultes et c'est vous qui prendrez les décisions de demain. Donc voilà, je pense que c'est ça. Merci beaucoup. Donc rejoignez nos actions. Ouais, je rejoins Camille. C'est vrai que du coup, sur une note positive, nous au quotidien à la ressourcerie, on voit de plus en plus de personnes qui sont et des jeunes, jeunes et moins jeunes, qui sont ravis et qui sont de plus en plus nombreux à venir, à la fois pour consommer, profiter entre guillemets effectivement de nos activités qu'on propose, la boutique solidaire, les ateliers, mais aussi, et j'en profite aussi pour vous le dire, tout ce que l'on fait à Eturecup, c'est aussi grâce à l'implication de plus de 60 bénévoles au quotidien et tout le long de l'année qui viennent donner un petit peu de leur temps, et c'est aussi grâce à ça que des choses se font. Et par exemple, pour vous, ça peut être aussi d'avoir des initiatives, des idées, monter des projets, des associations, n'hésitez pas, et c'est vrai que c'est aussi super positif de voir la grande diversité de propositions d'innovation dans ces domaines de changement de comportement, de réduction des déchets, de sensibilisation. Il y a des choses très très innovantes, donc n'hésitez pas. Je pense qu'il y a des gens intéressés, parce que j'ai une question. Combien y a-t-il de personnes salariées ? Est-ce qu'il y a des salariés ou que des bénévoles ? Ouais, effectivement, c'est vrai que j'ai pas détaillé. On s'est dit qu'on faisait quelque chose plutôt très court. Donc, il y a aujourd'hui 8 salariés à Eturecup pour mener à bien toutes les missions dont je vous ai parlé, la ressourcerie, les maisons du vélo. On a 3 maisons du vélo maintenant. Et puis les nombreuses animations qu'on propose. La semaine prochaine, on fait justement un festival zéro déchet à l'occasion de la CERD, la Semaine européenne de réduction des déchets. C'est la semaine prochaine. Il y a aussi plein d'initiatives que n'hésitez pas à regarder aussi et aller voir ce qui se fait et y participer. Voilà. Encore merci à tous, vous qui étiez présents ici et ceux qui nous suivent via le live. Encore merci Monsieur le Vice-président et à la région Nouvelle-Aquitaine pour l'accueil. Merci. Oui. Dernière conférence. Et si vous avez des questions à nous poser à Anthony et moi, que vous voulez pas poser, que vous les posez après, n'hésitez pas à venir nous voir, il n'y a pas de souci. Oui, on ne mord pas trop fort.